Lecture du livre Nos amis mortels. Chapitre 7. Les veilleurs. Place. Retrouve-le. Tu lui as fait une promesse. Cette voix, si proche et si éloignée en même temps. Elle m'est familière. Je me sens lourde, oppressée. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai cette impression de revenir de très loin. C'est tellement dur. Mais attends, je respire. Je sens l'air entrer et sortir dans mon corps. Quel plaisir! J'essaye d'ouvrir les yeux, mais la lumière est bien trop intense. Je sens mon corps qui pèse, incapable de bouger, comme s'il était complètement rouillé. J'essaye de ne pas paniquer, même si je suis totalement incapable de lever mes paupières. Et si j'étais toujours dans la forêt? Mes souvenirs me reviennent doucement. La forêt, l'arme, le bruit du coup de feu. Il faut que je bouge vite, ou alors je décide de faire la morte et j'écoute ce qui se passe autour. J'en trouve un œil, mais sans succès, car c'est trop intense et ça me pique la rétine. Je me concentre alors sur ma respiration pour savourer chaque seconde. Parce qu'on prend trop pour acquis cet air si vital et délicieux. Bon, où je suis? J'analyse les sons et je me fige en entendant des déplacements. Autour de moi, il y a des présences. J'ai besoin de voir, mais c'est encore trop dur. Petit à petit, ma perception auditive s'affine. Avoir été si proche de la mort a dû activer une sorte de super sensibilité car j'ai l'impression de capter ce qu'ils ressentent, comme des vagues que je me prends en pleine poitrine alors qu'ils remarquent mon réveil. Je perçois de l'inquiétude, mais aussi une certaine curiosité, sans doute en réponse à mes yeux qui s'agitent. Ils sont deux. Je pourrais presque les situer dans la pièce. J'ai l'impression de recevoir des informations sans le vouloir et ma tête me fait souffrir. Je me sens comme un vieil ordinateur qu'on rallume. L'un des deux est énormément stressé et veut appeler quelqu'un de plus adapté. Il sent que c'est pas normal. Comment je le sais? Je n'en sais fichtrement rien. Je le sens, c'est tout. J'angoisse. J'arrive toujours pas à ouvrir les yeux. Et quand j'essaye de bouger mes doigts, ils me semblent hyper gonflés et lourds. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? La panique et l'adrénaline me forcent à bouger. J'essaye de lever mon bras, mais il se cogne contre une sorte de paroi avec un bruit sourd. C'est quoi ça? Je lève les jambes et c'est le même constat. Elles sont stoppées net par un obstacle. Je suis enfermée. Je me mets à taper frénétiquement avec mes jambes et mes mains. Le stress me fait suffoquer et me prive de cet air que j'aimais tant il y a quelques instants. J'essaie de crier, de parler, mais aucun son n'est audible à part une sorte de grognement rauque. Les deux présences paniquent elles aussi. Elles hésitent. Je n'arrive plus à respirer, la peur a tout emporté et je sens mes larmes couler. Laissez-moi sortir! Aucun mot ne franchit mes lèvres, mais je continue de frapper. Un bruit d'ouverture déchire enfin le confinement. Mes mains rencontrent le vide. L'une des personnes a dû agir face à ma détresse. Respire. Je tente de reprendre le contrôle, forçant mes poumons à s'ouvrir en m'appuyant sur le rebord pour m'asseoir. Je tâtonne, cherchant des repères. L'urgence me brûle le sang. Je ne sais pas où je suis, ni avec qui, ni dans quel état. J'utilise toute mon énergie pour lever une jambe et sortir de là. Une main plaquée sur mes yeux pour filtrer cette lumière insoutenable. J'ai dû être blessée. Mon corps m'échappe. Il ne me répond pas comme il devrait. Et une peur glaciale me traverse. Est-ce que mon cerveau est touché? Je sens l'une des présences s'approcher. Elle veut m'aider et tente de diffuser quelque chose de rassurant, mais je lui fais aucune confiance. Je suis déjà à moitié sortie de ma prison, cherchant le sol du pied, quand je sens soudain une pression sur mon bras. C'est trop grand, trop large pour être une main humaine. Par réflexe, je repousse l'intrus. L'élan me projette au sol et mes genoux percutent le sol dur en premier. La douleur est fulgurante. Elle me force à redresser la tête et à ouvrir grand les yeux. Si je pensais rêver, cette brûlure dans mes os me prouve le contraire. Je cligne des yeux frénétiquement. Le blanc m'aveugle, c'est flou. J'ai l'impression d'être dans une sorte de clinique. Une silhouette s'approche. Mon cœur s'arrête, net.
La peur paralyse mes muscles. Devant moi se tiennent 2 êtres, anormalement grands, d'une carrure impossible. Ça n'existe pas des gens comme ça. Je secoue la tête, je ferme et rouvre les yeux en espérant que le décor change, mais la vue se précise. Inconsciemment, je recule à genoux jusqu'à me glisser sous une sorte de table. Ce toit de métal me donne un semblant de sécurité. Les 2 colosses essayent de m'envoyer de l'apaisement. Je reçois leur intention comme des vagues de chaleur, mais plus ma vue s'affine, plus l'effroi me gagne. Non, non, c'est impossible. Je suis devenue folle. On m'a enfermée dans un laboratoire génétique qui font des expériences sur les gens. Mon cerveau bug. Ma vue est maintenant parfaitement nette et je regrette le moment où je ne voyais rien. Les 2 créatures face à moi sont impressionnantes. Mi-homme, mi-félin. On dirait des lions dressés sur leurs pattes arrière. Ils portent des combinaisons bleues impeccables. L'un est un géant de 2 mètres au pelage noir et aux yeux dorés. L'autre, le plus curieux des 2, s'agenouille à ma hauteur. Il a l'air légèrement plus petit et plus fin que l'autre. Son pelage est d'un marron clair. Son regard félin est pétillant, presque féminin. Je pense même que c'est une femelle. Elle émet des sons graves, réguliers et tente une approche. Recule. Je lui fais signe de la main, mais le geste s'arrête en plein vol. Mes yeux se fixent sur ce qui devrait être ma main. Ma main? Ce n'est plus ma main. C'est une patte marron foncé, couverte de poils courts sur le dessus. Des doigts humanoïdes plus longs, terminés par des griffes rétractiles. Effrayée, je regarde l'autre. Pareil. Je baisse les yeux sur mes jambes. Elles sont entièrement recouvertes d'une fourrure épaisse, d'un marron presque noir. Mes doigts tremblent. Je lève mes 2 mains, ou plutôt mes 2 pattes, vers ma tête, et mes doigts rencontrent 2 pointes. Oh bordel, des oreilles. Panique m'explose dans la poitrine, je m'agite, mais je ne contrôle pas ce corps inconnu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie. Dans un effort désespéré pour m'extirper de là, je bouscule la table qui bascule avec un fracas métallique. Je suis totalement déboussolée. Je n'arrive même pas à tenir debout, je trébuche. Je rampe sur quelques mètres pour me réfugier dans un coin, le plus loin possible de ces monstres. Je ramène mes genoux contre mon torse, essayant de disparaître dans le mur. Mes pensées tournent en boucle. Mes émotions sont exacerbées et je reçois les leurs en plein plexus, c'est trop. Mon corps commence un léger mouvement de balancier, d'avant en arrière, pour essayer de me calmer, comme quand j'étais enfant. Ce souvenir me paraît si loin. Je contemple mes bras grands et poilus. Un nouveau corps, mais qui n'est pas le mien. Je suis morte, c'est ça? C'est la seule explication rationnelle. Ma vie en tant qu'Anna est finie et mon ancien corps n'est plus qu'un déchet oublié sur un chemin. J'ai abandonné mon fils. Cette pensée me frappe plus fort que la paroi de tout à l'heure. Comment tenir ma promesse? Comment le retrouver? Je revois la scène, le moment où il a compris qu'il s'est passé quelque chose, et une souffrance immense m'envahit. Mon corps accentue ce mouvement de balancier, une lutte instinctive contre la grise d'angoisse qui monte. La culpabilité m'étouffe. Je visualise tout ce que j'aurais dû faire, tout ce que j'ai raté. Je devrais être avec lui. Même en fantôme, j'aurais été plus utile que dans cette peau de... Je sais même pas ce que je suis. Je me sens étrangère à ce corps. Il n'est pas fait pour moi et il me le fait comprendre. Mes émotions s'emballent et réagissent en écho avec celles des 2 êtres dans la pièce. Ça crée une réaction en chaîne, comme si l'air devenait soudainement trop lourd pour respirer. Je perçois qu'ils ont mal, que je leur fais mal. La créature féminine est recroquevillée, une main pressée contre sa poitrine, tandis que le mâle respire bruyamment en faisant les 100 pas. Je refuse de les regarder. Je préfère rester dans mon monde, m'enfermer dans mes souvenirs et dans ma vie d'avant. Ça me fait mal, mais je m'en fiche. C'est le seul moyen d'être encore auprès de lui. Pourtant, ce refuge ne fait que nourrir cette culpabilité qui me broie le cœur. Je le sens avant même que la porte ne glisse. Une sensation familière.
Une présence imposante mais qui n'écrase pas. La porte s'ouvre, j'entends des pas. Les deux autres sortent, je sens leur soulagement presque physique de quitter la pièce. Mais il y a aussi une autre présence, juste là, pas loin. Quelque chose de très curieux et de pétillant. Je décide de les ignorer. Je reste dans ma tête avec lui, mon merveilleux garçon. Si je lève les yeux, cette vie va devenir réelle, et je ne veux pas. Je veux retourner là-bas. La présence du nouvel arrivant m'atteint comme des vagues chaudes, rassurantes, sans être conquérantes. Il caresse ma bulle mentale, c'est du moins l'image qui s'impose à moi. Je trouve ça fascinant à quel point ma capacité de visualisation s'est améliorée. J'ai l'impression de voir tout ça pour de vrai. J'ai envie de rester là, dans ce cocon, même si je sais qu'une bulle mentale n'existe pas plus que ce filament blanc qui essaye d'y pénétrer. Curieuse, je laisse le filament entrer. Je me sens en confiance et il est magnifique. Je le vois se déplacer dans mon imagination, s'approcher de ce qui ressemble à un tableau de commande. Qu'est-ce que ça fait là? J'ai pas imaginé ça. Le filament touche le panneau et son embout fusionne avec les commandes. Instinctivement, je prends une grande inspiration, comme si l'air m'avait manqué. Tout de suite, je me sens extrêmement bien. C'est trop étrange pour que je comprenne vraiment, mais j'accepte ce calme qui m'envahit, comme si j'étais dans les bras aimants d'un parent, une force solide et bienveillante. Toujours dans mon esprit, je suis le filament dans l'autre sens, vers son propriétaire. Je sens qu'il me laisse faire. Soudain, l'image d'une cascade surgit. C'est incroyable, j'ai l'impression d'y être. Les détails apparaissent avec une netteté surnaturelle. Des rochers, polis par le temps, encerclent une eau si pure qu'elle semble irréelle. L'herbe est d'un vert profond, presque électrique. J'entends le fracas apaisant de l'eau qui termine sa course dans un bassin. Le murmure des gouttelettes qui s'écrasent en une brume légère. L'air est chargé d'un parfum inconnu, un mélange de mousse fraîche et de fleurs sauvages, à la fois étranger et familier. Je m'assois et décide de tremper mes pieds, ou pattes, plutôt, dans l'eau. Bizarrement, je me sens à l'aise avec ce corps ici, comme si c'était une évidence. J'essaye de me questionner, mais mes doutes s'envolent dès qu'ils apparaissent. L'eau est fraîche et l'herbe est douce. Je lève la tête. Le ciel arbore une couleur inhabituelle, mais ça ne me choque même pas. 2 soleils brillent là-haut. Une partie de moi s'étonne, cherche à comprendre, mais cette voix est lointaine, étouffée. Le maître de cet endroit décide de venir à moi. Je tourne la tête vers cette présence et j'en reste bouche bée. Les êtres de tout à l'heure étaient impressionnants, mais là, c'est un autre niveau. C'est un être, mi-homme, mi-lion, d'un blanc pur. Sa carrure est incroyable, 2 mètres je pense, voire même plus. Il respire la force, la maîtrise et le respect. Son regard d'un bleu glacé transmet bienveillance et sagesse. Il porte une simple combinaison bleue, sans fioriture, mais son être entier dégage une autorité naturelle. Il est incroyable et intimidant. Il me laisse l'observer avec patience. J'ai l'impression d'être une enfant devant un vieux sage que je connaîtrais déjà. Comme nous sommes dans ma tête, c'est plus facile de le regarder. C'est moins effrayant que la réalité brute de la pièce de tout à l'heure. Il s'approche et s'assoit à côté de moi. Même assis, il me dépasse d'au moins 2 têtes et j'ai l'impression que je pourrais me cacher derrière lui tellement il est large d'épaules. Calmement, il enlève ses bottes et plonge ses pattes dans l'eau cristalline. Sa présence est comme un liquide chaud qui m'enveloppe. Ça me fait un bien fou après ces chamboulements. Mes émotions, si anormalement intenses depuis mon réveil, s'apaisent enfin au contact de sa tranquillité. J'observe mon voisin à la dérobée et je sens qu'il s'en amuse. Normalement, je devrais être terrifiée d'être assise juste à côté d'un homme lion gigantesque, mais non. Je me sens bien.
en sécurité. Et tu l'es. Sa voix résonne dans ma tête comme une pensée grave et imposante. Je le regarde surprise, attendant qu'il s'explique, mais il se contente de m'observer avec ses yeux de glace. Je sens sa curiosité face à cette situation qu'il juge lui-même inhabituelle. Inhabituelle ? Ma présence ici est donc anormale ? Il m'analyse, je le sens. Il reprend sans répondre à ma question. Nous communiquons ensemble par l'esprit. Tu as accepté cette connexion, ce qui nous permet de nous lier. Ah, le filament blanc, c'était donc ça ? C'est incroyable, et pourtant ça me semble presque naturel. Ma tête est vide de questions, mais pleine de sensations alors que j'observe ce paysage magnifique. Je m'y sens comme chez moi. C'est mon endroit préféré sur ma planète, dit-il. J'ai passé toute mon enfance à cette cascade. Je sens qu'il livre une part de lui. Je perçois la réelle affection qu'il porte à ce lieu. J'aimerais savoir où nous sommes, mais je ne sais pas comment formuler ma question. Ma planète est très loin de ton ancienne demeure. Elle n'a pas été encore découverte par l'humanité. Je me redresse d'un coup. Il sait, mais comment ? Il rit doucement dans mon esprit, un son étrange et vibrant avant de me répondre. J'aimerais répondre à tes questions, mais je préférerais le faire face à face. Pour cela, il faudrait que tu acceptes de revenir dans l'instant présent et quitter l'imaginaire. Un pincement au cœur m'envahit à l'idée de quitter ce rêve. Et oui, il est temps de braver le réel. Je hoche la tête. Il se relève et me tend une de ses pattes. Timidement, j'y glisse la mienne. Elle a l'air d'une main d'enfant dans la sienne. Je ressens sa chaleur, la texture singulière de son pelage. Il m'aide à me lever. Suis le chemin pour revenir à toi-même. Je t'attends dans la salle. D'accord, je réponds dans ma tête. Je commence à avancer en suivant le filament blanc. Le coin de paradis s'efface doucement. Je me retourne une dernière fois. Le grand lion blanc est toujours près de la cascade, mais il semble discuter avec quelqu'un. Il me regarde quelques secondes, puis hoche la tête vers son interlocuteur mystère. À qui parlait-il ? La cascade disparaît et je me sens aspirée, et me revoilà dans ce corps lourd et inconfortable. Mes bras entourent toujours mes genoux, ma tête est cachée dedans. Il me faut quelques secondes pour reprendre mes esprits. J'ouvre les yeux sur le sol gris de la pièce. La connexion avec lui est toujours là, cette présence qui m'a invitée dans son sanctuaire. Il attend que je sois prête à affronter ma nouvelle réalité. Je lève doucement la tête. Mes yeux tombent sur ses bottes, les mêmes que dans mon imagination. La combinaison bleue près du corps, la musculature puissante, la carrure qui impose le respect. Tout y est. Sa crinière d'un blanc immaculé, ses yeux bleus glaciers. Comment est-ce possible ? Ce n'était donc pas mon imagination ? Comment ai-je pu le voir aussi précisément sans l'avoir jamais rencontré ? C'est incompréhensible. Que dirais-tu de manger et de boire quelque chose de réconfortant ? Sa voix à l'intérieur me fait encore sursauter. Tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites. J'hésite. Je ne peux pas rester prostrée ici pendant des heures, mais je ne peux pas fuir éternellement, même si l'envie de rester cachée est forte. Il me tend sa patte, exactement comme à la cascade. Je ressens le même bien-être, chaud et rassurant. Je tends la mienne et il m'aide à me redresser. Il me soutient par le bras, fermement pour m'empêcher de tomber, mais avec une douceur surprenante pour ne pas me blesser. Il dégage une maîtrise fascinante. Une fois que je suis stable sur mes pattes, il prend un instant pour m'envelopper dans une couverture douce. Il me soutient de nouveau et me guide vers la porte.
Je garde le regard rivé au sol. Je ne me sens pas prête à voir d'autres êtres. Je ne sais même pas si j'y serai habituée un jour. C'est ma nouvelle vie, me dis-je avec un pincement au cœur. Le sol est du même gris que dans la salle de mon réveil, mais j'observe que les murs sont faits de grandes parois transparentes comme du cristal ou opaques selon les endroits. L'ensemble est très lumineux, baigné d'une clarté sans source apparente mais qui donne un sentiment d'ouverture. Par chance, nous ne croisons personne, même si je sens des présences curieuses aux alentours. J'ai aimé l'hypothèse qu'il a donné la consigne de me laisser de l'espace. Si c'est ça, je le remercie. Il m'emmène dans une salle d'environ 30 mètres carrés, entourée de parois totalement transparentes. Au centre, des assises sont disposées en cercle. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs, pour que chacun, je suppose, puisse choisir en fonction de ses besoins et de sa morphologie. Certains sièges ressemblent à des galets polis, d'autres à des grands canapés qui semblent flotter à quelques centimètres du sol. Fascinant et déroutant. Il s'éloigne de moi et appuie sur un cadran intégré au mur. Instantanément, toutes les parois s'opacifient dans un bruissement, nous isolant complètement. J'observe cette pièce avec fascination, mais elle me semble trop grande, il y a trop d'espace, je ne sais pas où me mettre. Sa présence m'enveloppe de nouveau et me rassure. À côté de moi, il me fait signe de m'installer sur un canapé dans les tons vert clair. Prudemment, j'approche la main pour toucher la matière. Visuellement, je m'attendais à quelque chose de dur, mais la surface inconnue englobe mon doigt sur son passage avant de reprendre sa forme. Entre-temps, il récupère un siège plus sombre et l'installe en face de moi. Je l'observe s'asseoir et s'enfoncer dans le fauteuil. Curieuse, je regarde sur le côté. C'est comme si le siège, initialement rigide comme de la pierre, épousait maintenant chaque muscle, chaque courbe du corps de ce grand lion blanc. Il m'observe avec amusement et je me sens comme une enfant devant son regard, alors par un élan d'ego, je décide enfin de m'asseoir. Je ravale un cri de surprise. J'ai la sensation de me faire avaler par le mobilier. Instantanément, la structure se moule à ce corps que je ne connais pas encore. C'est incroyablement agréable. Ni froid, ni chaud. Parfait. J'ajuste la couverture sur les épaules et seules mes mains restent visibles. Je n'ai pas spécialement froid, mais même si j'ai des poils partout maintenant, je me sens quand même nue. La couverture douce me rassure. Une fois que je suis installée, il lève la tête vers l'entrée. Je sens qu'il communique avec quelqu'un et la porte glisse sans un bruit. Je me fige. J'entends des pas s'approcher, mais je n'ose pas lever les yeux, mon regard obstinément fixé au sol. Dans ma vision périphérique, je vois quand même des bottes. On dirait qu'ils ont tous les mêmes. J'appelle ça des bottes car c'est ce qui se rapproche le plus de ma vie d'avant, mais la matière semble si loin de tout ce que je connaissais chez moi. Chez moi. Le bruit des pas qui s'éloignent me tire brusquement de mes pensées. Et surprise, je lève les yeux pour observer un plateau volant qui lévite devant moi. Il est totalement transparent, bordé d'argent et porte une grande boîte marron rectangulaire ainsi ce qui s'apparente à 2 fruits. Rien de ce que j'ai connu sur Terre, même si, étonnamment, il me semble familier. À côté d'eux se trouve un récipient, lui aussi transparent, avec la même bordure argentée, rempli d'un liquide marron foncé dont s'échappe une vapeur chaude. Le plateau s'approche de moi de façon fascinante, se plaçant juste à ma portée. Les odeurs qui s'en dégagent me font instantanément saliver. Pour les fruits, c'est un parfum doux et sucré, à la fois floral et boisé, tandis que le liquide m'évoque de loin des effluves d'épices et de cannelle. En face de moi, le grand lion bouge légèrement pour récupérer sur le plateau la fameuse boîte rectangulaire dont il sort un petit carré argenté au pied arrondi, qu'il pose au sol. C'est alors que j'observe, bouche bée, une sorte de champ d'énergie jaillir du cube dans un son très doux. Des volutes bleues et argentées grandissent comme une bulle autour de nous, nous isolant avec nos fauteuils. Bizarrement, ça ne m'effraie pas,
Ce cocon me fait même un bien immense. Cette salle était trop grande, je n'étais pas à l'aise. Merci, pensai-je simplement. Il me répond d'un signe de tête. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un endroit plus isolé et intime. Sa voix, toujours aussi puissante dans mon esprit, continue de me surprendre. Je m'étonne qu'il n'ait pas de bureau, et en réponse, il me désigne l'objet carré. Ceci est mon bureau, comme tu dis. Je n'ai pas de pièce attitrée. Ici, tout est libre d'accès, sauf les appartements privés. Quand nous avons besoin de confidentialité, nous créons ceci, une zone isolée visuellement et phoniquement. On peut même changer de décor. Il effleure l'objet argenté et nous revoilà, près de la cascade. Le visuel est saisissant, même si l'absence d'odeur de mousse rend l'effet moins réel que dans ma tête. Je tente de toucher l'eau, mais mes doigts ne rencontrent que le vide. D'un signe de la patte, il m'invite à essayer. J'observe sa patte, si différente d'un lion terrestre. Ses doigts sont allongés et fins, ressemblant à des mains humaines, mais plus volumineuses, poilues et griffues, sans aucun coussinet. Tant de questions me traversent l'esprit. Je regarde mes propres pattes, poilues elles aussi, avec ses doigts humanoïdes, plus fins que les siens. Je m'avance et touche l'objet. Je fais le vide, cherchant un lieu agréable, et un souvenir d'enfance remonte aussitôt. Je me revois chez mes grands-parents en Bretagne, devant la cheminée. C'était notre rendez-vous des soirs d'hiver avec le lait chaud au miel devant le feu. Si j'avais été sage, mon grand-père sortait des bonbons et du chocolat d'un compartiment secret de sa table basse en forme de soufflet de cheminée. C'est un souvenir joyeux et très précieux pour moi. J'ouvre les yeux et je retrouve tout. La cheminée, le crépitement du feu, la décoration rustique et ce sentiment de sécurité totale. Je prends le temps de savourer cette douce nostalgie de mon ancienne vie. Et étonnamment, je ne ressens ni douleur ni tristesse. Juste un profond bien-être. Enfin prête, je fixe cette créature qui détonne dans ce salon breton. Pose-moi tes questions. Par quoi commencer ? Trop de choses se bousculent dans ma tête. Où suis-je ? Qui est-il ? Et comment moi, Anna, j'ai pu me retrouver dans ce corps à moitié animal ? Un bruit sourd m'interrompt brutalement. Il vient de ce nouveau corps, de mon ventre particulièrement. Oh, il doit avoir faim. Je tends la patte et attrape maladroitement un fruit, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est ? Naze comme première question. Cela s'apparente à vos fruits sur Terre, en effet. Il pousse sur ma planète et il est très nutritif. C'est une création parfaite de la nature pour nos corps et nos esprits. Tu peux le croquer directement si tu le souhaites. J'approche le fruit de ma bouche et le renifle prudemment. Je sens qu'il va me faire du bien. Je salive rien qu'à l'idée de le manger, mais je veux rester sur mes gardes malgré tout. Comment se nomme ce fruit ? Demandai-je en pensée tout en croquant un petit bout. La saveur douce envahit immédiatement mon palais et ce corps me remercie par une sensation de bien-être incroyable. Waouh ! Je ne savais pas que je manquais autant d'énergie, mais je me sens revigorée après une seule bouchée. Il va être addictif ce fruit. Je croque dedans avec gourmandise et confiance, ce qui provoque une sorte de son rauque chez le grand lion en face. On dirait presque un rire. Une fois mon fruit terminé, il reprend. Cela va être très complexe de partager les noms, car ils sont uniques et possèdent une signification à part entière. Ils ne peuvent pas être traduits dans ta langue. De plus, les sons que nous utilisons te seraient étrangers et imprononçables pour ta conscience actuelle. Je me redresse, intriguée. D'ailleurs, comment pouvons-nous communiquer ? J'ai bien compris pour la télépathie, même si c'est très perturbant, mais comment pouvez-vous parler dans ma langue ? Vous l'avez apprise ? Non, cela se fait instantanément. Tous les êtres sur toutes les planètes des univers sont reliés ensemble à une grande intelligence, la création. On peut prendre exemple des gouttes formant l'océan, toutes reliées entre elles. D'ailleurs, tous les peuples la ressentent, et à un moment donné de leur histoire,
finissent par la personnifier, comme sur Terre par exemple. Dieu? Il peut y avoir plusieurs noms en effet, qui se dirigent vers la même omniscience omniprésente. Avec de l'expérience et de la pratique, notre peuple et bien d'autres peuvent se connecter à différents niveaux de cette intelligence. Cela nous permet de nous relier au grand tout. Il marque un silence, me laissant absorber l'information avant de poursuivre. Ceci nous permet d'être connectés à tous les êtres et de pouvoir, entre autres, communiquer sans contrainte d'espace, de temps ou de langage. La grande intelligence te transmet donc les informations dont tu as besoin dans ta langue, en s'adaptant à ta conscience. C'est cette grande intelligence qui fait que je vous entends dans ma tête et dans ma langue? En effet, j'exprime dans ma langue ce que je souhaite communiquer, ou bien je demande à projeter une intention, une image, une émotion ou une sensation, et elle te le traduit. Les noms ne peuvent pas être traduits, car chacun possède une signification profonde, propre, qui ne peut être modifiée. Donc je ne peux pas savoir votre nom? Pas mon nom véritable, en effet. C'est seulement parce que les sonorités de notre langage te seront étrangères. Pour d'autres peuples ou d'autres langues, tu pourras comprendre et dire leur nom. Pour ma part, je côtoie énormément d'êtres différents et de langues différentes. J'ai donc sélectionné un prénom qui permet à un maximum de peuples de m'identifier. J'ai choisi le nom de Auriel. Très joli, cela vous va bien en effet. Il reprend. Très rapidement, tu sentiras que chaque être possède une identité unique et une fois relié, tu pourras communiquer avec chaque personne ayant accepté la connexion. Tu reconnaîtras l'unicité de chaque conscience et tu sauras instantanément qui s'adresse à toi. Oh là là, ça a l'air si complexe. Je sens le mal de tête arriver. J'observe autour de moi et demande: où suis-je? Sur un vaisseau? Oui, un vaisseau bien loin du visuel de vos films. Il serait difficile de traduire le nom de la zone où nous nous trouvons, mais disons que nous sommes très loin de la Terre. Ces paroles m'alourdissent le cœur d'un coup. La distance devient réelle, infranchissable. Comment j'ai atterri là? Cela m'étonne autant que toi. Ah bon? Il valide d'un signe de tête, son regard bleu restant fixé sur moi. C'est un événement inédit. Bientôt, je t'expliquerai en détail en quoi consiste le rôle de la personne dont tu occupes le corps. À qui j'occupe le corps? M'exclamai-je intérieurement. Vous voulez dire que je ne suis pas réincarnée? Je suis quoi alors, un parasite? L'idée me glace d'effroi. C'est donc pour ça que je me sens pas à ma place. On va m'expulser et après, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais simplement disparaître? Une vague chaude et apaisante arrive soudain jusqu'à moi, balayant mes angoisses. Je retrouve peu à peu mon calme sous son influence. Il s'avance, prend la boisson sur le plateau et me l'attend. Doucement, je m'en saisis et sans réfléchir, j'en bois une gorgée. La chaleur du breuvage glisse dans mon œsophage et apaise chaque muscle de ce corps étranger. Je soupire de bien-être, presque malgré moi. À ton décès, ta conscience, ton âme, comme vous dites, est venue dans ce corps car vous êtes liés, elle et toi. Ah, pardon, comment ça? Je te promets de tout expliquer très vite. Ce serait trop d'informations pour l'instant. Frustré, je le laisse continuer. C'est une situation inédite, mais la grande intelligence l'a permis. Il doit donc y avoir une raison. Et vous pouvez pas savoir pourquoi, vu que vous êtes relié à elle? Le grand tout partage les informations quand il est temps. Nous recevons ce que nous avons besoin de savoir au moment voulu. Ouais, ça va pas me convaincre ces phrases de grand sage. Je reprends une gorgée de bonheur liquide en réfléchissant.
Vous savez combien de temps je vais rester là et ce qui va se passer pour moi après? Non. L'agacement me fait changer brusquement de position. Je souffle bruyamment, luttant pour me contenir et pose doucement le verre sur le plateau. Bon, parlons d'autre chose. Parlez-moi de vous et de votre peuple. Nous sommes un peuple très ancien. Il serait difficile de l'exprimer en années dans ton espace-temps. Nous avons vu des mondes naître et mourir. Nous avons été créés par la grande intelligence à travers l'un de ses enfants, évoluant au fil des âges. Nous avons traversé des phases glorieuses et d'autres plus sombres, tout comme les peuples habitant la terre. En ces temps-là, des êtres veillaient à l'harmonie pendant notre apprentissage. Maintenant, c'est notre tour. Notre mode de fonctionnement est un équilibre individuel au service du collectif. Chacun s'écoute dans le but de servir. Ainsi, se servir soi-même et les autres, c'est servir le grand tout, à condition qu'on l'écoute. C'est tellement nébuleux ce que vous me dites. Il rit avec tendresse, enfin, je suppose que c'est un rire. Tout cela sera plus clair en toi un jour. Mais j'ai envie de comprendre maintenant, j'ai besoin de réponses. Ma frustration se transforme lentement en colère. Je lui montre mes mains griffues. Je suis quoi? Qu'est-ce que je fais là? Je peux pas rentrer chez moi, c'est ça ma nouvelle vie? Et si la conscience du corps que j'habite revient et m'éjecte? Qui suis-je et pourquoi? Un son rauque et violent sort de ma gorge sans que je le contrôle. La colère monte d'un cran. Je suis je ne sais où, avec un peuple inconnu dans un corps qui n'est pas le mien. Je me sens furieuse et perdue. Tes questions sont légitimes et compréhensibles, répond-il avec un calme olympien. Que dirais-tu prochainement que je te fasse visiter les lieux et découvrir ceux qui y vivent? Je te donnerai alors les informations nécessaires pour y voir plus clair. Il essaye de m'apaiser, je le sens, mais mon cœur reste lourd. Mon côté têtu a envie de s'enfermer dans cette colère, mais je sais qu'il a raison. M'agacer ne m'apportera rien. Et puis, il vaut mieux éviter de se mettre à dos un lion de 2 mètres capable de m'ouvrir comme une canette de soda en 2 secondes. Je soupire et valide d'un signe de tête. Il semble apprécier ma décision. Il reprend la boîte sur le plateau, l'ouvre et en sort une petite plaque ronde d'un aspect métallique. Je suis instantanément intriguée. Waouh, qu'est-ce que c'est? Elle a une fonction bien spécifique, m'explique-t-il. Elle se place sur la tempe. Il joint le geste à la parole pour une démonstration. À peine pose-t-il la fine pastille sur ses poils que je la vois disparaître comme absorbée. Devant mon air stupéfait, il précise aussitôt. Elle s'adapte à ma morphologie et à ma teinte afin de rester invisible. Communiquer avec la fluidité que nous utilisons en ce moment n'est possible que grâce au lien que tu as accepté, mais aussi grâce à la connexion à la grande intelligence acquise par l'expérience et beaucoup de pratique. Avant d'atteindre ce stade naturel, la technologie nous y aide. Cet objet te permettra de comprendre et de te faire comprendre par tout le monde sans être obligé de créer un lien plus profond avec chaque individu. Vous voulez parler de ce que j'ai imaginé? Du lien blanc dans ma tête qui s'est connecté à une sorte de tableau de commande? Pour chacun, la visualisation est différente, mais c'est bien cela. Accepter de s'ouvrir à l'autre, c'est autoriser un lien qui transcende l'espace et le temps. Cela nous lie à l'être, à son intérieur même. C'est précieux. Tu dois toujours te sentir en accord avant d'accueillir un tel lien. Et sache que tu peux le briser à tout moment. Tu es toujours libre de t'écouter. Il retire la pastille de sa tempe et me la tend. Dans le creux de ma main, elle reprend sa couleur initiale, froide et métallique. J'hésite. Est-ce que je vais vraiment me coller une technologie extraterrestre sur le crâne? À quel point puis-je lui faire confiance? Je prends le temps de réfléchir, de sonder ce que je ressens face à cet objet et face à ce lion. Auriel.
Le nom qu'il a choisi incarne parfaitement son essence, l'autorité, la force, mais aussi la sagesse et la bienveillance qui émanent de lui. Mais je m'égare. Je suis toujours là, plantée avec ce condensé de technologie inconnue dans la main, face à un choix. Je lève les yeux vers lui, il attend, immobile, avec cette patience infinie qui semble le caractériser. Instinctivement, ma main amène l'objet vers la tête. Au fond de moi, la décision est prise. Aussi étrange que soit cette situation, oui, je lui fais confiance. J'approche la plaque de ma tempe droite, je la pose, je me fige et rien. Je m'attends à une sensation froide et métallique, mais je sens absolument rien. Il s'est adapté à toi, explique-t-il calmement. Tu ne le sentiras pas, mais tu peux l'enlever quand tu le souhaites. Il sort alors un second objet de la boîte. Même matériau, même apparence métallique et plate, mais en forme de losange cette fois. Comme pour l'autre, il me fait une démonstration en le posant au niveau de sa poitrine, près du cœur. Je l'observe, curieuse, et je ressens comme si son aura reculait doucement avant de revenir se concentrer totalement sur lui. Ça sert à quoi? Je comprends pas. Nous sommes un peuple très sensible à ce qui nous entoure, commence-t-il. Nous pouvons sentir les émotions des autres comme si c'était les nôtres. Depuis l'enfance, nous apprenons à les identifier, à les comprendre et à agir selon leurs enseignements. Nous apprenons aussi à les maîtriser pour ne pas incommoder ou faire souffrir ceux qui nous entourent. Je repense immédiatement aux grimaces de douleur des deux êtres dans ma salle de réveil. Sur Terre, vos émotions sont très brutes et trop fortes, ce qui peut nous causer ici de grandes douleurs ou de grandes joies. Si je comprends bien, quand je ressens quelque chose, tout le monde autour le ressent aussi? En effet, et c'est même amplifié au vu de notre sensibilité. Nous pouvons aussi entendre ton dialogue intérieur. Cet objet, reprend-il en désignant le losange sur sa poitrine, permet de confiner tes émotions et tes pensées près de toi. Il évite de les transmettre aux autres et préserve ton intimité intérieure. Ça ne doit pas être facile au quotidien, une si grande sensibilité. Tu le vois du point de vue de ton expérience. Avec l'évolution et le temps, nous avons diminué la force des émotions pour atteindre une sorte de paix continue. Une connexion presque constante avec la grande intelligence. Cela nous apporte beaucoup de fluidité. Nous percevons toujours les émotions et leurs messages, mais elles sont plus douces. Nous avons aussi moins de catégories d'émotions que vous. Des catégories, c'est-à-dire la haine, la rage, la colère par exemple. Cela fait longtemps que nous n'y avons plus accès. Ah mais c'est super ça, mais comment vous avez fait? On souffre trop sur Terre. En faisant conscience au grand tout qui vous guide en chacun de vous, vous remplacerez la souffrance par le pardon, la joie transcendante et l'amour. Ouais, c'est encore trop abstrait. Vous n'avez pas des cas pratiques, des exercices, des protocoles pour supprimer la souffrance? D'ailleurs, ce truc-là, le losange, il réduit les émotions, non? On ne pourrait pas l'offrir à la Terre? Moins de colère et plus de paix, non? Cette technologie permet de confiner les émotions autour de toi, mais tu les ressentiras tout de même. Les émotions doivent être vécues et ressenties pour être comprises. Dans ton monde, elles peuvent être manipulées ou utilisées contre vous, mais elles sont aussi un cadeau de la grande intelligence. Seule l'expérience et le discernement permettent de distinguer l'un de l'autre. Il reprend l'objet en question et me le tend. Je suis un peu plus sceptique sur celui-ci. La fatigue commence à peser lourd avec tant d'informations à gérer d'un coup. Je soupire. Donc avec ceci, plus personne ne pourra savoir ce que je ressens et ce que je pense, c'est ça? Tout à fait. Il va te permettre de préserver ton intimité intérieure jusqu'à ce que tu sois capable de le faire naturellement.
Mais il a ses limites. Si tu vis des émotions trop intenses ou si tes pensées sont trop fortes, les êtres autour de toi pourront tout de même les capter. Ouais, je comprends. L'objet est comme l'autre, léger, à la température idéale. Je l'approche et le place sur le haut de ma poitrine. Je ne ressens rien de spécial, aucune décharge, aucun poids. Je prends quelques secondes pour toucher du bout des griffes cette technologie fixée sur moi. Il reste comme ça, celui-ci? Il ne s'adapte pas à ma peau? En effet, pas celui-là. Il est conçu pour t'aider à apprendre, à cloisonner et à comprendre ton intérieur. Il n'est pas censé être utilisé à long terme, ni devenir permanent. Si tu souhaites rester avec nous, nous pourrons t'apprendre comment faire de manière naturelle. Si je souhaite rester avec vous, cette phrase me fend le cœur. Pourtant, de ce que j'ai vu, tout a l'air incroyable. Cela pourrait être un nouveau départ. Mais comment recommencer à zéro alors que je me souviens de toute mon ancienne vie? Et Lucas, je ne pourrai jamais avancer sans savoir où il est, s'il va bien. Chaque chose en son temps. Tout sera bientôt plus clair, murmure-t-il pour apaiser mon tourment. Tu as vécu un gros chamboulement. Je pense que tu devrais aller te reposer. Et quand tu le sentiras, nous reprendrons notre discussion. Une légère angoisse m'étreint. Cela signifie quitter ma maison de Bretagne, même si je sais techniquement que c'est une illusion. Je regarde une dernière fois les murs remplis de souvenirs. Quand je me sens prête, je lui fais un signe de tête. Il se penche, appuie sur le cube métallique et le décor breton s'évapore instantanément pour laisser place au blanc de la grande salle de repos. La lumière m'éblouit quelques secondes, c'est un coup dur pour le moral. J'aurais dû être fascinée et excitée de découvrir ce peuple, son histoire et ce vaisseau. Je suis quand même dans l'espace, c'est incroyable. Mais non, je donnerais tout pour retourner sur Terre, avec Lucas. La vague apaisante revient jusqu'à moi et je prends une grande inspiration de bien-être. Par notre lien, il doit sentir que je sombre. Je ressens alors une immense gratitude pour ce grand lion. Entre-temps, il remet déjà le cube dans sa boîte qu'il repose sur le plateau. Merci. Je fixe Auriel, espérant qu'il perçoit toute ma reconnaissance pour sa présence et son aide. Je sens qu'il est touché. Son aura vibre un instant avant qu'il ne fasse son signe de tête solennel. C'est sûrement sa signature, ça et sa patience légendaire. J'observe de nouveau cette immense salle. J'imagine qu'habituellement elle déborde de vie, mais qu'il a dû demander aux curieux de nous laisser de l'espace. Auriel se lève et m'invite à l'imiter. « Attendez !» dis-je précipitamment. « Quel est le nom de votre peuple? Du moins, comment puis-je vous appeler dans ma langue ?» « Tu peux nous identifier par notre mission actuelle, » répond-il. « Nous sommes des veilleurs. » Je n'ai pas le temps de rebondir sur ce thème mystérieux de veilleurs qu'Auriel s'avance déjà vers la porte. Avant de l'ouvrir, il se stoppe et me dit « Je ne vais pas pouvoir t'accompagner jusqu'à tes appartements privés. Je te laisse au bon soin d'une amie de confiance. » Une amie de confiance? Une veilleuse donc. Il me fait de nouveau ce signe de tête emblématique. Je me demande intérieurement qui cela peut être, quand je ressens ce pétillement perçu plus tôt. Qui que ce soit, elle est joyeuse, trop même. Elle semble trépigner d'impatience. C'est fou tout ce qu'on peut capter des autres ici. Pourtant, ils ont appris à gérer leurs émotions. Les miennes devaient hurler en comparaison. Auriel ouvre la porte et laisse entrer l'amie en question. Elle fait à peu près ma taille. Sa fourrure est d'une teinte marron clair tirant sur le fauve doré. Elle possède une chevelure plus longue et souple, d'un brun chaud qui encadre son visage de manière très humaine. Ses yeux sont d'un bleu azur profond et lumineux. Son museau est fin et ses oreilles légèrement arrondies. Elle porte la même combinaison bleue, un détail que je note pour plus tard.
Tout son visage est illuminé par la gentillesse et une curiosité débordante. Et quel accueil! Elle me regarde comme si j'étais la personne la plus incroyable qu'elle ait jamais vue. Je sens qu'elle souhaite communiquer et j'accepte. Je me sens en confiance, même si la sensation est différente de celle avec Auriel. Il n'y a pas de lien dans ma tête cette fois. C'est grâce à l'appareil, je suppose. Bienvenue, tu peux m'appeler Zali.